Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Notre invité aujourd'hui incarne depuis plus de 20 ans l'excellence française en imagerie thoracique. Chef du service de radiologie de l'hôpital Cochin à Paris, le professeur Marie-Pierre Revel a formé des générations de radiologues et participé aux avancées majeures dans la prise en charge des pathologies pulmonaires. Son parcours est marqué par une double dimension. L'engagement scientifique et académique d'un côté, avec de nombreuses publications internationales et la direction du diplôme universitaire d'imagerie thoracique, et de l'autre, une reconnaissance institutionnelle au plus haut niveau, tant au niveau national auprès de la Haute Autorité de Santé et de l'Institut national du cancer, qu'au niveau européen auprès de la Société européenne d'imagerie thoracique qu'elle a présidée et de la Société européenne de radiologie. Mais au-delà des titres, son nom est aujourd'hui indissociable de deux combats majeurs. Le premier, c'est celui qu'elle a mené avec ses équipes pendant la crise du Covid-19, où la radiologie thoracique s'est retrouvée en première ligne pour comprendre et suivre les atteintes pulmonaires. Le second, c'est celui qu'elle poursuit avec force et conviction pour le dépistage du cancer du poumon. Dans son ouvrage récent, En finir avec le cancer du poumon, et dans un documentaire bientôt diffusé, elle appelle à ne plus subir cette maladie, mais à agir collectivement pour la prévenir et la diagnostiquer plus tôt, rappelant que c'est désormais possible. À travers son parcours, son expérience et ses engagements, c'est à la fois une voie scientifique, institutionnelle, mais surtout profondément humaine que nous accueillons aujourd'hui. Professeur Marie-Pierre Revel, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation au micro de Trajectoire au rayon X. Alors si vous le voulez bien, avant d'évoquer vos combats les plus récents, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Votre famille est originaire de Carcassonne, mais vous avez toujours vécu à Paris et vous avez fait vos études de médecine à Paris. La vocation médicale, est-ce que c'était une évidence pour vous ou est-ce que c'est plutôt le fruit d'une influence familiale ? Comment vous en êtes arrivé là ? Alors, c'est simple, dans ma famille, il n'y a absolument aucun médecin. Du plus loin qu'on puisse aller, et dans les différentes branches latérales, vraiment aucun médecin. Mais le médecin de famille, c'était quasiment la divinité pour ma grand-mère paternelle adorée. Pour mes parents aussi, c'était vraiment... Et j'ai été très marquée par notre médecin de famille, qui s'appelait Jean Cluet, qui travaillait là où on habitait, parce que j'habitais pas à Paris, moi j'habitais en banlieue, dans le 93. Et Jean était notre médecin traitant, quelqu'un de très très charismatique, beaucoup d'humour, qui avait eu des séquelles de poliomyélite et qui rigolait tout le temps. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai fait médecine. En fait, à cause de cette valorisation familiale, c'est vrai que tout d'un coup, j'ai beaucoup hésité l'année de la terminale. Je m'étais inscrite, je suis plutôt littéraire, et j'ai fait des études scientifiques parce qu'il fallait, mais j'avais fait un dossier pour Cagnes, j'avais fait un dossier pour l'école des Chartes, parce que je faisais du grec et du latin, enfin, vous voyez le style. Et puis, médecine, j'osais pas parce que j'étais sensiblarde. L'évocation d'une goutte de sang me faisait défaillir. Et c'est Jean qui m'a dit, mais écoute, ça, on s'en fiche. Parce que du coup, je m'étais dit, je vais peut-être m'inscrire en veto, parce que chez les chats et chez les chiens, ça me fait rien. Et il m'a dit, tu vas pas aller soigner des chiens et des chats, sous prétexte que tu t'évanouis à la vue d'une goutte de sang. Tu sais, ça passe tout le temps. Donc, tu fais ça. Et c'est grâce à lui que je me suis inscrite en médecine. Et dès que j'ai réussi le concours, et on y reviendra quand on parlera des études, la première des choses que j'ai faites, c'est de prendre 2 amies, une qui me tenait à droite, l'autre à gauche, et d'aller donner mon sang. Et je me disais, si j'arrive à passer cette épreuve, ça sera passé. Et effectivement, j'ai tenu pour pas faire le malaise vagal. Et je me souviens que, alors que j'entendais de moins en moins les sons, parce que j'étais en début de malaise vagal, j'ai entendu une des infirmières qui disait... Elle était verte comme ça, celle-là, au début. mais j'ai tenu, je ne suis pas tombée dans les pommes. Et puis, effectivement, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. C'est vrai qu'en radiologie, on ne voit pas tant que ça de sang, finalement. Oui, mais si, bien sûr, on fait de la radiologie interventionnelle et ça n'a jamais été un problème, en fait. Donc, vous commencez vos études de médecine et dès le début, vous êtes déjà une brillante étudiante. Quel souvenir vous gardez de cette période d'études de médecine ? Je garde un souvenir atroce. Voilà, c'est simple. La première année, c'est vraiment une épreuve. Moi, je venais de ma banlieue, je me suis retrouvée rue des Saints-Pères.
entourée de gens qui avaient fait des grands lycées parisiens. Moi, je venais du lycée d'Étamix d'Épinay-sur-Seine. Mes parents habitaient à Livry-Gargan, j'avais 1h40 de trajet. Donc déjà, première chose, il a fallu que je trouve à me loger sur Paris. Et heureusement, l'étudiant qui m'avait vendu ses livres libérait une petite chambre de bonne. Et donc je me suis retrouvée toute seule, au 7e étage, sans ascenseur, avec un lavabo d'eau froide et les toilettes sur le palier, à travailler pour me faire rentrer dans le crâne les matières de la première partie du concours, où j'étais donc à Necker, enfant malade. Et il y avait beaucoup de biophysique, de chimie organique, auxquelles je ne comprenais rien, qui m'ennuyaient à mourir, mais il fallait se les faire rentrer dans le crâne. Donc j'ai ces souvenirs dans ma petite chambre, où je regagnais vers 17h, je ne parlais à aucun être humain jusqu'au lendemain, hein, c'est l'époque où on n'avait pas les téléphones portables, et je fumais comme un pompier pendant ces heures de travail. Donc souvenirs atroces, mais aussi souvenirs d'une grande joie. Bon, première partie du concours, j'étais juste en dessous de la barre, ça m'a donné des ailes. Et la deuxième partie qui était plus facile, c'était plus des matières par cœur, d'histologie, etc. J'ai fait une remontada. Et en attendant les résultats, j'ai été exfiltrée dans le Midi, à Carcassonne, hein, enfin à côté, le berceau de notre civilisation. Et ma mère était missionnée pour aller voir les résultats affichés. Et elle devait m'appeler. Aller voir vos propres résultats. Non, c'était pas possible. Et donc, il était convenu qu'elle m'appellerait à 19h. Et quand à 17h le téléphone a sonné, j'ai su que j'étais reçue. Parce qu'elle n'aurait jamais téléphoné avec 2 heures d'avance pour m'annoncer que j'avais échoué. Et c'est l'une des plus grandes joies de ma vie. Et donc ensuite, la suite de vos études, les premiers contacts avec les patients, etc., vos premières années de formation? Alors moi je me souviens très bien de mon premier quadrimestre d'externe, c'était à l'hôpital Laennec, en pneumologie, vous voyez, et j'ai 2 souvenirs très forts. La première visite à laquelle j'ai assisté, on est rentré dans la chambre d'un patient qui était en train de mourir d'un cancer du poumon, il était inconscient, il était en sédation profonde et continue, je me souviens de son crâne sans cheveux, de sa respiration bruyante. Voilà mon premier contact. Et puis deuxième souvenir aussi, donc j'étais l'externe consciencieuse qui avait ses patients, qu'elle voyait tous les jours, qu'elle tenait l'observation. Et au bout de la première semaine, une de mes patientes décède. Pas de ma faute. Elle a fait une embolie pulmonaire, probablement, et on m'a envoyée à son autopsie pour tenir le dossier. Et ça, c'est vraiment violent. Vous êtes toute jeune, vous avez serré la main de la dame tous les matins pendant une semaine, et on vous envoie la voir d'une manière... voilà. Et je me souviens, en quittant l'hôpital, tout ça pour tenir le dossier médical. Et je me souviens que quand je suis sortie rue de Sèvres, je croisais des passants dans la rue, je me disais, je ne fais plus partie de la même espèce humaine, j'ai transgressé quelque chose. De voir comme ça quelqu'un qu'on a connu être littéralement découpé. Bon, heureusement, c'est pas quelque chose qui est resté traumatisant, mais juste pour dire que, voilà, dans nos études, on n'y va pas avec des pincettes, hein, quand même. J'espère que ça s'est amélioré. C'est vrai que c'est des premières expériences un peu dures quand même pour commencer. Alors, on avance un peu dans le temps. Ensuite, vous passez l'internat en 85, mais à l'époque, vous n'avez pas choisi la radiologie, en fait. Alors, vous avez choisi pédiatrie, et puis vous avez fait quand même 1 an et demi, 18 mois de pédiatrie, avant de vous réorienter, faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un droit au remords. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment de bascule, et puis comment finalement vous en êtes arrivé à la radiologie ? Alors, c'est vrai que quand j'ai réussi l'internat, je ne savais pas franchement ce que je voulais faire. Plutôt pas une spécialité chirurgicale, parce que pendant mon externat, je n'avais pas trop expérimenté ça. Je pense que j'aurais en fait adoré être chirurgien. Mais à l'époque, on avait des vestiaires communs hommes-femmes, et moi... aller me mettre en slip et soutien-gorge sous le regard de mes collègues, c'était pas quelque chose de très agréable. Donc j'ai un peu contourné l'obstacle, et donc j'ai pas vraiment expérimenté ça. Donc j'ai pas pu choisir chirurgie. Je me suis dit, que faire ? Bon, pédiatrie, ça me sera toujours utile le jour où j'aurai des enfants. Voilà, c'était un peu ça le truc.
Et j'ai fait donc 1 an et demi. J'ai commencé en cancérologie pédiatrique. Donc vous voyez, pas très léger comme spécialité. Et en fait, ce qui a fait... Et après, je me suis retrouvée aux enfants malades. Et il y a plusieurs choses. Ça n'a pas été un changement motivé par une seule raison. D'abord, je n'ai pas décidé de changer. Il se trouve que j'avais l'intention de faire un stage en réanimation pédiatrique et il m'est passé sous le nez. La personne devant moi a pris la dernière place et c'était un semestre d'été. Je me suis dit que faire. Bon, je vais faire de la radiopédiatrie parce que j'avais bien remarqué quand même que pendant mon semestre aux enfants malades, je passais mon temps à aller voir en radiologie, discuter avec les collègues radiologues, notamment avec Guy Sebag. Et donc j'ai fait ce stage de radiopédiatrie pensant revenir ensuite en pédiatrie. Et ce qui a fait basculer, et j'ai beaucoup hésité, c'est plusieurs choses. La première, je suis tombée sur une chef de clinique formidable, Françoise Héran, qui est d'un dynamisme. Je serais tombée sur quelqu'un d'un petit peu mou, jamais j'aurais opté pour la radiologie. Donc déjà cette rencontre avec Françoise et son dynamisme, cette capacité du diagnostic par l'imagerie qui me fascinait, le fait que je sentais que c'était quelque chose qui était en pleine transformation. On allait avoir les débuts de l'IRM, ces images formidables, alors que la pédiatrie, il y avait encore des discussions à n'en plus finir pour savoir si, après une diarrhée du nourrisson, on réintroduisait les protéines du lait de vache à J5 ou J7. Donc voilà, il y avait ce truc intellectuel. Et puis enfin, dernière raison, quand j'étais en pédiatrie, je ne sortais pas de l'hôpital. Et même quand j'étais pas à l'hôpital, ma tête était à l'hôpital, ma tête était préoccupée par les cas de mes petits patients. Même si j'étais pas de garde, s'il y avait un enfant qui allait pas bien, j'y retournais. Et je m'étais dit, ma fille, si tu continues dans cette voie, tu t'occuperas toute ta vie des enfants des autres, mais toi, tu n'auras pas le temps d'en avoir et de t'en occuper. Donc voilà, c'était multifactoriel. La rencontre avec Françoise, la capacité de l'imagerie à faire les diagnostics, son côté innovant, et enfin le fait que je savais que j'aurais du mal à mettre une barrière entre mon exercice professionnel et ma vie personnelle si j'étais restée pédiatre. Okay. Et donc finalement, pas de radiopédiatrie, mais plutôt de l'imagerie thoracique. Qu'est-ce qui vous a amené vers le poumon ? Alors, en fait, au départ, j'ai suivi Françoise, c'est-à-dire que mon semestre de radiopédiatrie à Béclair a été enchaîné avec un stage de neuroradiologie. Et j'ai même fait un clinica en neuroradiologie. Et puis, c'était à l'hôpital Henri Mondor. On m'avait proposé un poste de PH mi-temps, parce que moi je m'étais dit, tiens, je vais faire mi-temps hôpital, peut-être mi-temps privé. Et puis, il y a eu plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas eu le poste tout de suite, la première année. Et je ne suis pas d'un naturel très patient. Ensuite, j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas l'exercice idéal, parce qu'un mi-temps à l'hôpital, un mi-temps dans le privé et en plus avoir des enfants, ça faisait 3 mi-temps et qu'il y en avait un de trop et que j'allais pas rendre mes enfants parce qu'entre-temps j'avais eu 2 enfants et donc qu'il valait mieux que je fasse un poste hospitalier temps plein. Et donc, complètement par hasard, j'ai écrit au coordonnateur de notre spécialité qui à l'époque était Guy Fréjat, qui m'a proposé de me prendre dans son équipe qu'il constituait pour le futur hôpital Pompidou, et puis il nous attribuait un peu des spécificités techniques. Il y avait Charles-André Queneau qui faisait l'IRM, Olivier Clément qui faisait le scanner, et moi il m'avait mis l'ultrason et le Doppler. Et donc je me spécialisais dans le diagnostic de thrombose veineuse. Et donc j'étais en interaction avec, à l'hôpital Laennec, il y avait un centre expert sur l'embolie pulmonaire, et donc j'étais en interaction avec les pneumologues. Et après, pour le dire avec un peu d'humour, j'ai fait comme les caillots, je suis passée des veines aux poumons et j'y suis restée. Voilà. D'accord, donc votre carrière prend un tout autre tournant, puisque à cette époque-là vous étiez PH, mais en fait vous avez repris une activité plutôt universitaire plus tardivement. Oui, alors c'est-à-dire que PH, voilà, moi on m'avait dit,
je ne vais pas dire le on, mais on peut deviner qui c'est, PH c'est très bien comme deuxième salaire. Donc voilà, vous savez, il y a peut-être quelques plaisanteries. Quel est le féminin de PUPH, c'est PH. Enfin voilà, donc c'est sûr que... et puis moi, je n'avais pas du tout les codes. C'est-à-dire que je pensais que pour être professeur agrégé, il fallait qu'un jour on vous le propose, qu'on reconnaisse vos mérites et qu'on vous dise, tiens, en fait, pas du tout. J'ai mis un petit moment à le comprendre et que jamais on allait me le proposer, que c'était à moi de me le proposer à moi-même. J'ai bénéficié d'une collaboration vraiment très riche intellectuellement sur les publications avec le professeur Guy Meyer sur la maladie thromboembolique. Et j'avais pas mal de papiers publiés. Et c'est vrai qu'à 44 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me manque ? J'avais fait un DEA, enfin ce qu'on appelle l'ancêtre du Master 2. J'avais des papiers, qu'est-ce qui me manquait ? Une mobilité et une thèse de sciences. Et donc, à 44 ans, je me suis réveillée par le plus complet des hasards. J'ai eu l'opportunité d'aller passer 1 an chez le professeur Martine Rémy-Jardin, ce qui validait ma mobilité. Et alors, une année où quand même je commutais à Lille avec des enfants. Avec des enfants. Mon mari s'en souvient, mais mes enfants aussi d'ailleurs. Celui qui avait 8 ans à l'époque, il me disait, tu sais maman, quand t'es pas là, papa il s'en sort limite. Il y a des matins on est en retard à l'école. Non, en fait, ce dont j'avais convenu avec Martine, c'était, je pouvais pas partir toute une semaine avec 4 enfants, c'est-à-dire je faisais 2 opérations commando, lundi, mardi, et je restais tard le lundi, et je commençais très tôt le mardi, et jeudi, vendredi. Et le mercredi, j'étais à Paris pour compter les enfants, vérifier que tout le monde soit là. Et vous n'en aviez pas perdu en route. Qu'il n'y en avait pas un qui manquait à l'appel. Mais c'est vraiment une année dont je me souviens. Ouais. Quoi. Voilà. Et donc, à 47 ans, j'avais tous les prérequis, c'est-à-dire les publications, l'HDR, la thèse de sciences. On m'a quand même fait faire 3 tours à l'université. Quoi. Et ça, je pense que rétrospectivement... j'aurais dû leur sauter à la gorge. Parce que ma première audition au conseil, ça a été, bon, c'est une première présentation, il n'y a pas urgence. Bien sûr que si, il y avait urgence. J'étais une femme, PH, qui avait fait, et c'était pas, des prérequis, de sous-catégorie. C'était vraiment, j'avais un dossier très bien. Je pense qu'on aurait dû considérer que, mais bon, voilà, peut-être aussi qu'il y a... Dans mon université, on considérait que l'imagerie, c'était peut-être pas non plus hyper essentiel par rapport à la génétique et blabla. Bon, bref, donc 3 tours de piste pour finalement avoir été nommée PUPH très tard, à 50 ans. Donc, il a fallu quand même que je me retrousse les manches, parce qu'on a quand même besoin de temps pour créer une équipe, monter des projets. Voilà, donc j'ai mis la vitesse turbo. Mais voilà, et ma grande chance a été de rencontrer Guillaume Chassagnon. Et à partir du moment où on a collaboré avec Guillaume, c'est tout un pan qui s'est ouvert parce que j'étais plus toute seule, quoi. Voilà. Donc justement, vous arrivez à Cochin, et puis vous travaillez déjà à l'époque beaucoup sur l'embolie pulmonaire, alors notamment chez les femmes enceintes et dans le postpartum. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces travaux et puis ce que ça vous a apporté à ce moment-là ? Oui, alors ça c'était grâce à la collaboration avec Guy. C'est vrai que dans les suspicions d'embolie au cours de la grossesse, moi la scintigraphie c'est jamais un test qui m'a franchement convaincue parce que c'est quand même très indirect et j'étais absolument persuadée de la supériorité du scanner. Et c'est pour ça que j'ai fait une étude pour me dire, c'était des données rétrospectives, hein, donc dans les suspicions d'embolie au cours de la grossesse, qu'est-ce qui est le mieux entre la scintille et le scanner. Et contrairement à mes attentes, et c'est ça la beauté de l'evidence-based medicine, c'est que les deux c'était égalité, c'est-à-dire même taux d'indéterminé. C'est-à-dire que la scintigraphie se fait chez des femmes jeunes et sans comorbidité, elles sont jeunes puisqu'elles sont enceintes.
elles ne sont pas très malades, donc le taux d'indéterminé est très faible. Et par contre, le taux d'indéterminé de scanner était beaucoup plus élevé pour des raisons hémodynamiques et de fait qu'il fallait adapter l'acquisition et les conditions d'injection. Donc voilà, je me posais vraiment la question. J'avais envie de démontrer qu'il valait mieux faire des scanners et résultat des courses, les deux techniques étaient équivalentes, avec un plus quand même pour le scanner, c'est de permettre les diagnostics alternatifs. Et voilà, même chose en postpartum. Postpartum, on s'est posé la question de l'intérêt du phléboscanner, c'est-à-dire de faire une acquisition différée sur les veines pour chercher des thromboses de veines utéro-ovariennes. Et il y a eu 2 temps, une première étude rétrospective en 2008 qui montrait cet intérêt, confirmé par une étude prospective multicentrique. Et maintenant, je pense que ça doit faire partie du standard. Et je voudrais réévoquer Guy, le professeur Guy Meyer, qui malheureusement est décédé en 2020, parce que ça a été 15 ans de collaboration formidable, et aussi avec Gilles Châtelier, le professeur Gilles Châtelier, qui dirigeait l'unité de recherche clinique. Et donc, j'ai rencontré Gilles au début de mon arrivée à Pompidou, et j'étais allée le voir parce qu'il y avait une étude que je n'arrivais pas à publier. Et en fait, il m'a dit, écoute, ton étude, elle est pas mal, mais d'abord le titre, ça va pas du tout. Et puis, il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà. Et puis surtout, la prochaine fois, avant de partir comme un canard sans tête, tu viens me voir et on parle de la méthodologie avant de lancer quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai retenue. On ne se jette pas dans quelque chose, on discute d'abord de façon très rigoureuse avec les méthodologistes pour ne pas se retrouver après avec beaucoup de travail qui est entaché de biais et qui risque de finir sans aucune à la poubelle, quoi, en gros. Donc vous continuez un peu votre parcours et puis quelques années plus tard, c'est plutôt le cancer du poumon finalement qui a toute votre attention. Alors tous ces sujets sont connexes évidemment. C'est un combat que vous menez, le cancer du poumon, qui est très personnel. Alors vous l'avez expliqué dès le début de votre formation, vous avez eu des expériences professionnelles très marquantes avec ça, mais aussi une dimension très personnelle. Dans votre livre, vous écrivez: je n'ai pas arrêté de fumer parce que j'ai eu peur, j'ai cessé de fumer parce que le cancer de Véro m'a mise en colère. Véro, c'est Véronique, votre cousine dont vous étiez très proche. Il a déclenché chez moi autant de rage que de désespoir et je me suis mise à haïr de toutes mes forces et pour toujours cette saloperie de clope. On a l'impression quand même que toutes ces expériences ont largement influencé votre parcours et votre engagement professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, en fait, et la raison de tout ça, c'est vraiment ma cousine. Hein. Alors, on dit cousine, moi c'était comme ma petite sœur parce qu'on a été élevés ensemble. En fait, j'ai un frère jumeau et Véro. Voilà. Et c'est un trio qui est ma vie, quoi. Et donc, voilà, j'étais professionnellement confrontée au cancer du poumon pour lire des scanners de stade avancé, de faire des critères RECIST, d'être en RCP. Et puis le jour où ma cousine m'a appelée pour m'annoncer qu'elle avait un cancer du poumon, mais le ciel m'est tombé sur la tête. C'est-à-dire que, oui, elle fumait, parce que souvent on m'a posé la question, elle a eu un cancer du poumon, elle fumait comme si, voilà, j'avais envie de dire, oui, alors, est-ce qu'on mérite Et donc, voilà, quand on commence, quand on est comme ça, concerné par quelqu'un d'aussi proche, c'est vraiment là où j'ai mesuré. En fait, moi, je la croyais. Je ne pensais pas qu'elle pouvait développer ça, parce que d'abord, elle était jeune, le diagnostic est tombé quand elle avait 48 ans. Et le risque me paraissait quand même un peu abstrait, un peu théorique. Et le jour, boum, où ça arrive, là vraiment c'est un électrochoc. Et je me suis dit, et pourtant je suis médecin, et pourtant je suis spécialiste de cette question, et pourtant ça m'a fait cet effet-là. Donc j'imagine que dans le public qui est moins averti, le truc est encore plus abstrait, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu apporter ce témoignage. Et c'est vrai que
voilà, me lancer dans le dépistage du cancer du poumon chez les femmes, c'était donner un coup de projecteur sur cette problématique. C'était aussi gérer une forme de culpabilité parce que j'ai jamais réussi à convaincre Véro d'arrêter de fumer. C'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que moi j'avais arrêté, puis quand on se retrouvait, je faisais une petite rechute, quoi, parce que et mon frère pareil, il fumait, lui, enfin, ni mon frère ni Véro n'avaient jamais arrêté de fumer. Et donc, quand on se retrouvait, je tenais en général 2 jours avant de craquer. Et donc, j'avais un petit tabagisme intermittent, alors que j'avais arrêté 10 ans après. J'ai eu 10 ans de tabagisme, surtout pendant les études de médecine, très conséquents. Et puis, à 27 ans, j'ai arrêté quand j'ai rencontré mon mari. Et puis après, je faisais ces petites micro-rechutes. Mais le jour où Véro est tombée malade, là, ça m'a tellement mise en colère. Je sentais que si je continuais à fumer, j'allais être le complice de l'industrie qui allait me prendre ma cousine, quoi, qui allait lui faire du mal. Donc, cette colère, c'est un facteur motivationnel extrêmement puissant. Et je regrette que les fumeurs n'arrivent pas à se mettre en colère contre cette saloperie, quoi. Il faut se mettre en colère, il faut arrêter de la sacraliser, de dire « Ah, je vais perdre un plaisir dans ma vie ». C'est une saloperie, voilà. Pardon pour les gros mots, mais... Non, mais on ressent bien votre colère, du coup. Donc... Non, mais surtout que Véro et moi, on a fait partie d'une génération où la cigarette était omniprésente. Nos parents fumaient, ça fumait à la télé. Moi, j'ai passé mon enfance à regarder des westerns où les cow-boys fumaient. Ouais, enfin, c'était cool, quoi. C'était cool, en fait. Non, mais c'était normal. Ouais. Voilà, c'était normal. Donc, et après, paf, on est prisonnier de l'addiction. Moi, j'ai réussi à m'en sortir parce que professionnellement, c'était pas possible de continuer à fumer, quoi. Enfin, et ceux qui s'en sortent pas, ben, tout d'un coup, boum, la grosse punition leur tombe dessus. C'est insupportable. Vous avez réussi, mais vous racontez quand même dans votre livre que c'était difficile. Enfin, ah bah oui, non, mais surtout la première. Alors, le premier essai qui a dû durer quelques jours. J'étais tellement horrible, tellement insupportable que ma mère m'a dit « Écoute, refume, hein, parce que là, on ne va pas te supporter comme ça. » Et puis la deuxième fois, je m'en souviens, mais là, je mâchais des chewing-gums à la nicotine. Donc, vous savez, c'est pour ça que moi, je comprends très bien les fumeurs. Je comprends très bien ce que c'est que l'addiction. Je sais ce que c'est que le craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible de fumer. Et donc, si on prend de la nicotine, ça apaise. Voilà. Et donc, voilà, si j'avais été prise en charge comme le font maintenant les tabacologues, ça aurait été beaucoup moins difficile. Mais je me suis un peu débrouillée avec ces chewing-gums à la nicotine, mais quand même 3 mois un peu compliqués. Je me souviens, quand je conduisais, que je m'arrêtais au feu rouge et que je voyais que la voiture en face, il fumait, je disais « Oh, quelle chance, il fume !» Alors maintenant, je dirais, mais je les plains, quoi. Moi, ça me fait de la peine quand je vois les gens qui fument. Quand je vois des petites jeunes filles, toutes menues, qui, dans le métro, commencent à préparer, à rouler leurs cigarettes, qu'elles vont fumer une fois sorties, mais j'ai envie de leur dire « Faites pas ça !» Mais je le fais pas. Vous le faites quand même à une autre échelle. Oui, mais vous voyez, tout d'un coup, enfin, voilà. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Donc vous le faites effectivement à une autre échelle parce que vous allez lancer l'étude Cascade pour le dépistage du cancer du poumon chez les femmes. Donc vous avez été quand même très impliqué sur la santé des femmes. Cette étude Cascade, elle commence en 2022 et pourtant le projet, vous l'aviez commencé en 2019. C'est ça, oui. Donc longtemps avant. Il a été très difficile à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce... Alors, la genèse, c'est que j'ai eu... l'opportunité de travailler une lettre d'intention. Pourquoi ? Parce que 2 ans après que ma cousine ait été diagnostiquée un cancer du poumon, je me suis dit, quand même, ce serait peut-être pas mal que je fasse un petit scanner, moi qui ai quand même beaucoup fumé, très jeune. Et je me suis trouvé un nodule, ma collègue, j'ai fait ça à l'étranger, et pas dans mon service, parce que voilà, c'est quand même un peu intime. Hein. Pour des raisons tout à fait compréhensibles. Et donc 2015, on trouve ce nodule, que j'ai sur un nodule en verre dépoli. On sait que c'est des formes indolentes, pré-invasives, etc. Donc on l'a surveillé, là je me le suis surveillé annuellement. Et puis en 2019, en février 2019, là ça avait franchement grossi.
Bon, j'ai envoyé les images du scanner initial, du scanner 4 ans après, à un collègue chirurgien qui faisait de la chirurgie mini-invasive, en disant qu'est-ce que vous pensez du cas de cette patiente qui a tel âge, pas de comorbidité. Il a répondu il faut lui faire une segmentectomie sous vidéothoracoscopie. Et je lui ai répondu je vais prendre rendez-vous. Et donc, oui, je ne lui ai pas dit que c'était mes images pour ne pas l'influencer. Donc, j'ai été... Alors, vous voyez, de février, on a tranquillement programmé la chirurgie en juillet, pas de panique. Et de ce fait, j'ai eu 3 semaines de congé maladie, plus 3 semaines de vacances, ce qui m'a permis de préparer tout le dossier, puisque j'avais fait avant une lettre d'intention qui avait passé le premier cap, et il fallait répondre à cet appel à projet pour financer l'étude cascade. Parce que je m'étais dit, moi, je ne veux pas être la seule à bénéficier du truc, il y a plein d'autres femmes comme moi, je ne veux pas qu'il leur arrive ce qui arrive à Véro, donc on va se bouger et on va faire ça. Et il y avait eu des remarques suite à la lettre d'intention, parce que la question de recherche, en fait, c'était d'évaluer l'intelligence artificielle dans un rôle de deuxième lecteur. Et donc la remarque des reviewers de ma lettre d'intention, ça a été « Pourquoi vous faites ça que chez les femmes? Vous n'allez pas réussir à recruter, il n'y a pas de justification scientifique à mener cette étude uniquement chez les femmes, blablabla. » Donc j'ai répondu « Vous avez raison. Pour la question de recherche, ça n'est pas effectivement justifié de ne faire que chez les femmes, mais il y a plein de raisons qui disent que c'est important de le faire que chez les femmes. Premièrement, on manque de données féminines. La dernière phrase de la publication de l'étude Nelson, qui est la deuxième grosse étude randomisée ayant démontré le bénéfice du dépistage en population, c'est « More research is needed in women ». Donc j'ai dit « présente, on va s'en occuper ». Parce qu'on arrivait aussi un peu après la bataille. Il y a eu d'énormes études randomisées, NLST plus de 54 000 participants, Nelson plus de 17 000 et quelques participants, mais très peu de femmes. Justement, on va venir combler ce vide. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que c'était donner un coup de projecteur sur cette problématique de progression très préoccupante de l'incidence du cancer du poumon chez les femmes françaises. Troisième raison, même âge de participation qu'au dépistage du cancer du sein, donc la possibilité de faire des invitations combinées en précisant que le dépistage du cancer du poumon ne s'adresse qu'à celles qui ont fumé et on devra tester l'éligibilité en évaluant l'exposition au tabac. Et quatrième raison, dans toutes les études, le bénéfice du dépistage est beaucoup plus important chez les femmes. Donc j'avais expliqué tout ça de façon très détaillée, et boum, boum, non. Alors que le barrage, c'est vraiment la lettre d'intention. Après, si on répond aux remarques, on est quasiment sûr de son truc. Et donc, que ça a été refusé, mais pour moi, ça a été terrible, quoi. En plus, je l'ai appris d'une façon un peu désinvolte, alors que j'y mettais tout mon cœur. Et donc, j'ai passé une nuit très agitée, à pleurer, à cauchemarder, et le lendemain matin, j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Ce truc, il faut que ça se fasse. Et là, j'ai remué mes ciel et terre. J'ai alerté le directeur de l'assistance publique. J'ai prévenu une association européenne de patients. J'ai répondu à d'autres appels à projets. Enfin, je me suis remuée pour ne pas subir. Et puis, l'année suivante, j'ai dit, si c'est que ça ne tienne, on va resoumettre avec cette fois les messieurs comme les femmes. Je vais manger mon chapeau. Je trouve que ça a moins d'intérêt, mais on va le faire. Et là, j'ai reçu une lettre, non, ne resoumettez pas, vous êtes financé sur un financement dérogatoire. Et donc, j'ai pu rester avec cette idée que chez les femmes, où tout le monde maintenant trouve que c'est l'idée du siècle, parce qu'entre-temps, il y a eu la publication en janvier 2022, c'est là on était en 2019-2020, de l'étude KBP 2020, où c'est les statistiques des hôpitaux généraux en France qui publient les données sur les patients hospitalisés pour cancer du poumon. Et ils ont montré que la part des femmes a plus que doublé en 20 ans, quand on part 2020 avec 2000. Voilà. Alors pourquoi est-ce que... donc ça c'était 2020, pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé l'étude cascade
j'ai eu l'accord final et les financements en décembre 2020, parce qu'il y a eu la pandémie Covid et que ce n'était pas le bon moment de lancer une étude de dépistage. Et donc on a commencé effectivement en avril 2022 en ayant annoncé l'étude le 8 mars, le mois d'avant, journée internationale du droit des femmes. Donc effectivement, vous en parliez à l'instant, mais en 2020, c'est le début de l'épidémie de Covid, donc tout s'arrête. L'étude Cascade n'est pas lancée à ce moment-là, et vous êtes en première ligne sur l'imagerie thoracique. Alors avec la SFR, vous coordonnez la formation des radiologues au diagnostic du Covid, et puis ensuite vous pilotez un énorme projet qui va s'appeler STOIC. Vous allez annoter, alors pas vous toute seule, mais 10 000 scanners en l'espace de 2 mois, c'est une prouesse un peu collective évidemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de cette période-là ? Alors oui, c'est vrai que tous les radiologues thoraciques, je ne suis qu'une parmi d'autres de la Société d'imagerie thoracique, on a été extrêmement mobilisés parce que, souvenez-vous, les PCR, ça prenait 48 heures, donc c'était beaucoup plus rapide de faire un scanner et très vite, on a dû former tous nos collègues à faire la distinction entre un aspect de pneumonie bactérienne qu'il faut traiter par antibiotiques et les formes de présentation de la pneumonie Covid-19. C'était aussi très intense parce que j'ai été volontaire pour reviewer les papiers qui étaient publiés, qui venaient au départ de Chine, pour à quoi ça ressemble cette maladie. On ne connaissait pas du tout. Et donc très vite, on est un partage de connaissances. Et puis, il y a eu un appel à projet interne de la PHP pour faire des projets et l'idée c'était de développer une solution d'IA pour le diagnostic non seulement de la pneumonie Covid mais des formes graves de pneumonie Covid. Et j'ai une collaboration qui a duré plusieurs années avec le professeur Nikos Paragios de Centrale Supélec. Je l'ai appelé, Nikos, il faut combien de scanners pour développer une IA ? Il m'a dit 10 000. J'ai dit ok, 10 000. Et donc en fait, on a mobilisé, alors on a eu l'approbation de cet appel à projet interne à PHP. La CNIL l'a obtenu le 7 mai et donc on a annoté, revu, on était un groupe d'une quinzaine de radiologues, 10 700 scanners qui avaient été acquis au cours des 2 premiers mois de la pandémie Covid. Et effectivement, on a fait ça en 2 mois, quoi. Voilà. Et pourquoi ? C'est pour les raisons professionnelles, mais il y a toujours aussi une raison plus personnelle. Pendant ce temps, j'avais un ami en réanimation à la Pitié-Salpêtrière et ça s'est mal terminé. Et donc, comme ça a duré très longtemps, parce qu'il a été hospitalisé en début mars, et il est finalement décédé le 17 mai. En fait, il était devenu inventilable. Il a été mis sous ECMO et il a fait une hémorragie cérébrale sous ECMO. Et c'est vrai que toute cette période, j'étais au téléphone tous les jours avec les collègues en réanimation, parce que moi, c'est pareil, je dis, mais attendez, il a 56 ans, pas d'antécédents, c'est bon, vous allez le sortir de là. Et tous les jours, il me disait, tu sais, on est inquiet, tu sais, on est inquiet, tu sais, c'est grave, tu sais. Et voilà. Et donc, dans cette impuissance, s'agiter autour de... C'est la même chose aussi, enfin, je vois que c'est un peu le même phénomène, ce qui s'est passé par rapport à la progression de la maladie chez ma cousine. Voilà, au lieu de subir, au lieu de rester les bras ballants, on essaie de s'occuper l'esprit et surtout d'essayer de faire ce qu'on peut pour ne plus subir ces choses-là, quoi. Voilà. Donc avec le recul, cette expérience un peu du Covid, est-ce que ça a renforcé, transformé votre vision du rôle de l'imagerie thoracique ? Oui, et surtout de la collaboration avec les collègues. C'est vrai que c'est fini l'époque où on fait sa petite recherche dans son coin avec ses petites données qu'on considère être son petit trésor. Il faut faire la mise en commun. Il faut faire, ça c'est l'exemple de Guy Meyer. En fait, dans leur réseau de recherche sur la maladie thromboembolique, qui est à la fois français et international, comment ça fonctionne ?
quand l'un des membres de ce réseau de recherche a une idée, a un projet de recherche, tout le monde contribue. Et puis ça tourne. C'est-à-dire qu'ils vont tous soutenir la recherche de Guy sur ça, la recherche de Grégoire Le Gall sur ça, là, voilà. Et nous, les radiologues, stoïque, ça a été ça. C'est vraiment dire, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on fasse des études multicentriques prospectives et qu'on partage. Et puis c'est à tour de rôle. Celui qui a l'autre projet, on va le soutenir, on va lui donner, on va contribuer à son projet. Vraiment, les radiologues doivent faire comme les médecins d'autres spécialités. Je rappelle que nous sommes des médecins, c'est-à-dire des projets multicentriques. Voilà. Des études randomisées si possible, c'est-à-dire ce qui est le plus haut degré d'évidence scientifique. Donc en 2022, vous commencez Cascade et puis ensuite, à nouveau, une nouvelle étape, une nouvelle échelle franchie pour vous, puisque vous allez être engagé dans un projet européen qui s'appelle Soleis, et puis ensuite dans un programme français qui s'appelle Impulsion, qui a été lancé par l'INCa. De la communication dans les médias jusqu'à la formation des radiologues, vous êtes un peu sur tous les fronts. Aujourd'hui, comment vous faites pour gérer des projets d'une telle envergure, avec cette ampleur, avec cet objectif qui est aussi énorme? Comment vous faites? Bon, déjà, je peux m'appuyer sur le fait qu'à l'hôpital, on a une équipe qui est maintenant solide et les collègues de mon équipe me permettent justement de ne pas être à la console de scanner matin, midi et soir comme j'ai pu l'être pendant des années, mais de me libérer du temps pour faire avancer ces projets. Et après, voilà, il n'y a pas de mystère. Maintenant, mes enfants sont des adultes. Mon mari est très occupé aussi. C'est vrai que je travaille beaucoup. J'essaie de ne pas travailler et le samedi et le dimanche, mais ou en tout cas pas le samedi, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est sûr que je travaille beaucoup, que je rentre tard, parce que ça prend du temps, mais aussi parce que voilà, c'est des projets qui sont mobilisants. Et encore une fois, je peux le faire parce que je n'ai plus d'enfants en bas âge, parce que j'ai une équipe qui me permet de me libérer du temps pour mener ces projets. Voilà. Ok. Cet entretien va bientôt arriver à sa fin. Merci beaucoup parce qu'on a vu à quel point votre détermination était ancrée dans vos expériences personnelles, parfois un peu douloureuses. On a vu à quel point vous êtes attaché au côté collaboratif et collectif de notre métier. Et pour finir, si vous le voulez bien, je vous propose quelques questions plutôt courtes à laquelle vous répondez comme vous en avez envie. Donc la première, dans toute votre carrière, s'il vous fallait retenir un seul souvenir ou une rencontre décisive, laquelle choisiriez-vous? La rencontre qui a été décisive pour mon orientation en radiologie, c'est celle de Françoise Héran. Une inspiration, est-ce qu'il y a une personne, que ce soit un médecin ou pas un médecin, qui vous inspire particulièrement dans votre parcours? Je l'ai déjà cité, c'est le professeur Guy Meyer, sur son expertise sur la recherche clinique, sur son humanité, sur sa courtoisie. On le surnomme, donc son nom c'était professeur Guy Meyer et on l'appelait Guy le meilleur. Un rêve ou un objectif pour les 10 ans à venir? Génération sans tabac. Le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre carrière? Alors en fait, j'en ai reçu 2. Quand j'étais pédiatre, conseil d'un chef de service que j'ai beaucoup apprécié pour sa bienveillance, le professeur Gallet, je pense qu'il ne doit plus être de ce monde, qui était chef de service à Ambroise Paré. Il nous avait dit, quand vous examinez un enfant aux urgences, trouvez rien, mais les parents sont inquiets, petit conseil, gardez-le en observation parce que les parents ils le connaissent mieux que vous et je vous en voudrais jamais d'avoir hospitalisé un enfant pour rien. Et moi ça m'a permis de sauver 2 enfants comme ça. Et l'autre conseil, là c'est quand j'étais radiologue, c'est celui de Guy Frija, investissez dans l'Europe, dans la société européenne.
Un conseil que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes radiologues? Enthousiasmez-vous, suivez votre parcours et trouvez des sujets qui vous motivent. Voilà, parce que c'est dans ces projets-là que vous allez vous épanouir et acquérir votre expertise. Et vraiment, on est des sortes d'artisans de nos métiers. On est un métier d'expérience, mais aussi de recherche, et de combiner un objectif de recherche clinique à sa pratique quotidienne, parce que souvent j'entends « Ah non, moi la recherche, non, moi ce que j'aime bien c'est être au contact du patient, la pratique ». Ben, les deux se nourrissent, en fait, donc c'est ça que je dirais. Le pire cliché sur la radiologie que vous aimeriez déconstruire? Alors le terme qui m'horripile, c'est les imageurs. On n'est pas des imageurs, on est des médecins. D'ailleurs, vous avez fait un chapitre entier dans votre livre sur le fait qu'on soit des médecins, qui est très bien. Oui, il m'a fait du bien celui-là. Les radiologues sont-ils des médecins? Oui. On a senti que ça vous avait fait du bien. Oui, mais je pense que ça fait du bien à beaucoup de collègues. Et le mot de la fin, en un mot ou en une phrase, comment résumeriez-vous votre combat contre le cancer du poumon? Un combat qui reste à gagner. Marie-Pierre Revel, merci beaucoup pour cette interview très riche et très sincère. Merci pour votre témoignage et surtout bravo pour tout ce que vous faites pour nous, pour les générations à venir et pour les générations actuelles. Merci à vous, Marie-Pauline. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.